Alors vous vous trouvez dans l'exposition Ribera, Ténèbres et Lumières et vous allez découvrir la première intégrale Ribera jamais présentée en France. Alors Ribera, c'est pour le situer, un contemporain de Velázquez, d'Artemisia Gentileschi, et pour la première fois on va présenter toute sa carrière, depuis ses débuts à Rome jusqu'à sa carrière fulgurante à Naples. Et c'est l'œuvre d'un des plus grands interprètes du Caravage, celui qui va épouser de manière radicale, extrême, la révolution de Caravage et s'imposer comme l'un des plus grands artistes de l'âge baroque du XVIIe siècle. C'est ce que nous voulons montrer dans cette exposition, qui rassemble une centaine de chefs-d'œuvre, peintures, mais également dessins et estampes de Ribera. Ribera, selon ses contemporains, c'est l'interprète du Caravage qui va encore plus loin. Il serait plus sombre et plus féroce encore que Caravage. Du reste, au XIXe siècle, lorsqu'on le redécouvre, on est fasciné par son ténébrisme extrême, la violence de ses sujets, la violence de son clair-obscur et la radicalité de ses inventions. Alors du très jeune Ribera, on ne sait malheureusement pas grand-chose. On sait qu'il naît à Játiva, à côté de Valence et sur la côte espagnole. En 1591, en tout cas, il est baptisé, donc on imagine, on a son acte de baptême, on imagine qu'il est né voilà, proche de cette date de baptême, puisque le baptême se faisait dans la continuité de la naissance. Et alors, il faut bien dire que de sa naissance et de sa jeunesse jusqu'à son arrivée à Rome autour de 1605-1606, malheureusement on ne sait pas grand-chose. Il est fils de cordonnier, donc a priori absolument pas issu d'un milieu artistique. On ne sait pas s'il a subi, avant d'arriver en Italie, une formation artistique. Il y a un foyer artistique très important à Valence, un artiste tel que Ribalta, qui aurait pu, c'était une hypothèse, être un de ses maîtres, mais à l'heure actuelle on n'a aucune preuve, aucune archive qui nous permettent d'attester de quoi que ce soit avant l'arrivée de Ribera à Rome. Il arrive très jeune à Rome, c'est un adolescent, il a une quinzaine d'années et il se forme d'abord au sein d'ateliers d'artistes plus connus, comme c'était le cas pour les jeunes artistes qui souhaitaient percer dans le milieu artistique. Et c'est autour d'une vingtaine d'années qu'il va commencer à avoir les plus importantes commandes. Alors à Rome à ce moment-là, il y a une diaspora espagnole qui est tout à fait importante, qui va peut-être le lancer. Et en tout cas, il y a un des personnages importants, c'est celui qui lui commande les allégories des 5 sens. Puis le deuxième apostolado Longhi, c'est Pedro Cosida, qui est un ambassadeur espagnol auprès du Saint-Siège. Et puis on sait, et c'est ce qui a fait l'objet de la reconstitution de ce jeune Ribera, maître du jugement de Salomon qu'on a assimilé ensuite à Ribera, on le sait par les inventaires, il est présent dans des grandes collections, des collections majeures telles que Giustiniani. Vincenzo Giustiniani possédait de nombreux Caravages, 17 Caravages, c'est un collectionneur de Caravages, 13 Ribera. Donc outre Giustiniani, c'est également des grands commanditaires, Borghese également, le jugement de Salomon, ce tableau qui est au centre, qui est le pivot autour de l'énigme du jeune Ribera, se trouve dans la collection Borghese. Et puis c'est enfin Farnèse, peut-être le premier d'ailleurs, qui l'amène en 1611 à Parme, et c'est avec lui qu'il fait le séjour à Parme de quelques mois, puis il reviendra à Rome.
Donc grand collectionneur romain, et puis ensuite à Naples, ce sont essentiellement les vice-rois ou les institutions religieuses évidemment qui vont lui assurer de belles commandes. Vice-rois tels que le duc d'Osuna, un des premiers vice-rois, le duc d'Alcala et enfin le comte de Monterrey également, qui va notamment lui commander des œuvres qui seront après destinées directement à l'Espagne. Et puis un des derniers et peut-être l'ultime commanditaire, c'est le roi d'Espagne lui-même, Philippe IV, pour des décors de ses palais madrilènes, le Buen Retiro ou l'Alcazar. Comment caractériser l'art de Ribera? C'est une question fort difficile. Peut-être que ce qu'on pourrait dire en premier, c'est le sentiment de vérité. Ribera est un artiste hors pair pour la traduction tactile des chairs, des tissus, des matières. Pour lui, tout sujet, que ce soit un mendiant, une pietà, un saint, un philosophe, procède de la réalité qu'il transpose avec son langage propre. Et son langage, c'est l'usage du modèle vivant, la présence de ce modèle tangible, les clairs-obscurs extrêmement violents, la radicalité entre l'effet de coups de projecteur, de lumière et une pénombre envahissante. C'est aussi des cadrages très resserrés, une grande frontalité et différents ressorts qui vont vous impliquer dans le tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette exposition rend compte aussi de l'actualité de la recherche. Jusqu'à peu, on ignorait presque tout de la carrière romaine de Ribera. On ne savait pas quand est-ce qu'il était arrivé à Rome, mais surtout on ne savait pas ce qu'il y avait peint. Et c'est la première exposition qui présente à la fois les œuvres romaines et les œuvres napolitaines. Alors pourquoi est-ce que c'est la première fois que l'on fait ça? Parce qu'en fait, la redécouverte de Ribera romain date d'il y a moins de 20 ans, en 2002, lorsqu'un historien de l'art italien, Gianni Papi, a compris qui était Ribera jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Caravagesques à Rome ne signent pas leurs œuvres et nous, historiens d'art, sommes obligés de constituer des corpus anonymes. Celui qui a redécouvert Caravage au début du XXe siècle, le grand historien de l'art Roberto Longhi, a constitué un corpus d'un maître anonyme, l'un des maîtres caravagesques les plus intrigants, les plus mystérieux, les plus pionniers dans l'interprétation du Caravage. Ce maître anonyme, il l'a reconstitué à partir de ce tableau, le Jugement de Salomon, qui se trouve à Rome, à la Villa Borghese. Il était dénommé le maître du Jugement de Salomon. Autour de ce tableau-là, Roberto Longhi a pu réunir une soixantaine de chefs-d'œuvre et construire une vraie personnalité. Et puis, historien de l'art après historien de l'art, nous avons tous tenté de percer le mystère. Qui était ce maître du Jugement de Salomon? Roberto Longhi et d'autres après lui, comme Michel Laclotte, grand directeur du musée du Louvre, étaient convaincus qu'il s'agissait d'un peintre français. Or, il ne s'agissait ni d'un Français, ni d'un Italien, mais de notre jeune prodige espagnol, Ribera. Et cette découverte récente nous a permis d'ajouter à l'œuvre de Ribera toute une première partie absolument extraordinaire, une soixantaine de chefs-d'œuvre que nous vous présentons ici dans l'exposition. On connaissait Ribera à Naples et on ne savait pas ce qu'il avait peint à Rome, et en réalité ce sont les 3 premières salles de l'exposition. Ce mystérieux maître du Jugement de Salomon n'était autre que notre Spagnoletto Ribera arrivé à Rome. J'ai choisi de vous présenter ces 2 œuvres qui sont l'allégorie de l'odorat et l'allégorie du goût de Ribera et de Ribera jeune. Ce sont des œuvres réalisées à Rome au début de son séjour romain entre 1606 et 1610. Elles font partie d'un groupe des 5 sens, bien évidemment. Celui-ci provient d'une collection privée espagnole, la collection Abello, l'une des plus grandes collections espagnoles actuelles, et celui-ci provient des États-Unis, le Wadsworth Atheneum Museum à Hartford. J'ai choisi ces 2 œuvres parce qu'elles permettent de comprendre et de saisir parfaitement combien Ribera est un artiste révolutionnaire et combien il tranche avec les canons classiques de l'époque. Il renverse en fait les sujets traditionnels comme ceux de l'allégorie des 5 sens. Ceci évidemment dans le sillage de Caravage. Il arrive à Rome, il a peut-être rencontré Caravage, en tous les cas il est bouleversé
par les œuvres de Caravage et il adopte la leçon révolutionnaire de Caravage en allant encore plus loin. Alors comment? Déjà le sujet, ces allégories des 5 sens, elles sont traditionnellement traitées par des figures idéales, souvent plutôt des figures féminines, qui vont ensuite montrer des attributs qui vous permettent de comprendre quels sont les sens représentés. L'allégorie du goût, traditionnellement, est représentée plutôt par une rose, une fleur qui vont évoquer un odorat agréable. Ici, comment Ribera renverse le sujet et invente une image radicalement nouvelle, c'est quelque chose de totalement inédit à l'époque, qui a dû choquer, surprendre, fasciner les contemporains de Ribera, parce qu'au lieu de prendre une figure allégorique idéale, d'abord il prend pour modèle, pour jouer cette allégorie de l'odorat, un mendiant, un gueux, un personnage habillé de haillons, avec un chapeau qui n'a plus de forme, un visage émacié, vu à mi-corps, très très rapproché du premier plan. On a donc une sorte de confrontation avec ce personnage. Et le plus saisissant, c'est au lieu de le représenter avec une rose ou une fleur, il a choisi d'évoquer l'allégorie de l'odorat avec un oignon, complété par une gousse d'ail et une fleur d'oranger. Et l'odeur puissante de l'oignon, elle est aussi suggérée par ce très joli détail qui est cette larme qui coule à l'angle de l'œil du modèle pour évoquer peut-être même la présence vivante du modèle qui, en tenant l'oignon coupé en deux, pleure comme toute personne qui a cette expérience de couper des oignons. Ce qui est beau aussi, c'est la façon dont Ribera est capable de suggérer l'ensemble des matières. Les vêtements déchirés du mendiant, et vous voyez qu'on a l'impression que comme l'oignon est épluché, son vêtement est déchiré de la même manière. On sent aussi la chair, la lumière sur son visage émacié. Regardez aussi les magnifiques détails extrêmement réalistes et précis de son vêtement rapiécé. On voit la couture blanche qui se détache sur le fragment de tissu rouge, ou bien cette table qui rappelle du reste les figures à mi-corps de Caravage, cette table toute simple au premier plan avec l'oignon, l'ail et la fleur d'oranger. Ce qui est aussi surprenant, c'est le souci de détail contemporain. Ici, dans l'allégorie du goût, vous voyez que Ribera va avoir le souci du détail en représentant par exemple la boucle d'oreille du personnage bedonnant. Et à nouveau, l'allégorie du goût, elle est ici jouée par un glouton bien en chair, heureux de nous présenter son plat qu'il va évidemment manger avec les mains et son verre de vin qu'il présente au spectateur. C'est aussi une citation du Caravage qui lui-même s'est représenté en Bacchus tenant un verre. Si vous regardez de près, il y a aussi ces citations de Caravage comme l'ongle sale du personnage, et on va retrouver ce type de détail dans toute l'exposition parce que Ribera travaille à partir du modèle vivant. Et ce sont des modèles qu'il va emprunter à sa vie quotidienne, hommes et femmes des rues de Rome. D'autres détails aussi que j'aime beaucoup, c'est pour évoquer ce personnage bien en chair, il joue sur des détails qui montrent, étant donné que la chemise est extrêmement serrée, le bouton s'est détaché, ce qui évoque ce personnage gourmand qui va bientôt pouvoir à pleine main honorer le plat posé devant lui. À nouveau ici, vous voyez deux allégories qui convoquent les sens et qui convoquent tous les sens et qui jouent toujours sur cette dialectique entre attraction et répulsion, entre admiration devant la virtuosité de l'artiste et sa capacité à suggérer les matières, les sens et les chairs, mais également une image radicalement déconcertante à l'époque. Le reniement de Saint-Pierre de la Galleria Corsini qui nous vient de Rome est très intéressant parce qu'elle montre une œuvre, un chef-d'œuvre, une composition monumentale, savamment orchestrée par Ribera à la fin de son séjour romain. On doit être autour des années 1615-1616. Elle est aussi intéressante parce qu'elle montre comment Ribera va là aussi bouleverser la représentation de l'histoire sainte, toujours dans le sillage de Caravage. Parce que si vous regardez de près la scène,
L'épisode religieux, c'est-à-dire le moment où Saint Pierre va renier le fait d'être un disciple du Christ, est relégué à l'extrême droite de la composition. Vous le voyez ici, de profil, avec ce geste caractéristique de reniement et la dénonciation par la servante. Et les deux autres tiers de la scène sont occupés par des joueurs, des soldats qui jouent au dé sur une simple table de bois, le tout orchestré selon une frise vue de 2/3 et avec très peu de profondeur. Tous les personnages monumentaux sont placés presque au premier plan et évoquent la vie quotidienne de Rome. On a l'impression de découvrir une scène d'une taverne de Rome avec des personnages tous empruntés au quotidien de Ribera et peints d'après nature. C'est le principe même de la révolution de Caravage et cela crée un effet très monumental, très direct, de temps présent, comme si l'épisode religieux était une scène vue et vécue au temps présent. Ribera utilise aussi différents ressorts pour impliquer le fidèle, le spectateur, celui qui regarde dans le tableau. Non seulement le fait de présenter tous les personnages au premier plan, mais aussi en utilisant ces personnages qui vous regardent, ce qu'on appelle en histoire de l'art l'admoniteur. Et ici, vous voyez, c'est ce personnage qui vous prend à partie avec un regard un peu suspect. C'est l'un des joueurs de dés et il s'agit sans doute d'un tricheur puisque l'un des autres personnages, vous voyez, discrètement semble placer quelque chose dans sa petite bourse. La narration, elle est mise en scène par les personnages, mais l'un des acteurs les plus importants du drame, c'est aussi le clair-obscur. Ici, le clair-obscur a une double fonction, à la fois plonger la scène dans une forte pénombre qui va accentuer l'effet de mauvais présage et de scènes un peu dramatiques, voire glauques. Ce clair-obscur a aussi pour fonction de narrer l'histoire par coup de projecteur qui vous amène d'un visage à l'autre et d'une main à l'autre, de la gauche vers la droite. Ribera agit comme un véritable chef d'orchestre grâce à cette scénographie du clair-obscur, mais aussi en assignant un rôle à chacun des personnages, tous particulièrement bien identifiés. Vous voyez par exemple comme il cadre la composition. À une extrémité, on a Saint Pierre qui regarde vers le côté opposé et de l'autre côté, c'est aussi fermé par une figure, un soldat vu de profil et de dos qui semble remarquer la scène et Saint-Pierre. Et puis ce qui est très beau aussi, c'est la façon dont Ribera va vous impliquer d'autres manières dans la composition et relier la scène profane, les joueurs de dés, avec l'épisode religieux de deux façons. À la fois avec ce personnage qui se trouve de l'autre côté de la table et qui, vous voyez, semble sortir du champ du tableau et appartenir à notre espace. Il est vu de profil et il vous invite à rentrer dans la scène. Il y a aussi ce très très beau détail extrêmement bien représenté de la lumière qui brille sur l'armure de son bras. Et ensuite, il y a l'autre personnage qui vient doubler la relation entre la scène profane et la scène religieuse. C'est ce personnage au-dessus, chauve, qui lui fait partie des joueurs, mais redouble le geste de dénonciation de la servante et relie la scène des soldats avec le reniement de Saint-Pierre. Donc il y a une double action des personnages pour relier les deux scènes. Ce qui est intéressant aussi, et quand vous serez dans l'exposition, vous pourrez le constater, c'est que Ribera aime à représenter de nombreuses fois le même modèle en jouant des rôles différents. Et l'un de ses modèles préférés, c'est ce personnage chauve au visage fripé, très caractéristique, et on le retrouve plus de 6 fois dans l'exposition, comme une sorte de signature de Ribera. Et donc là, c'est intéressant que ce soit justement ce personnage-là qui est celui qui relie les deux scènes et qui redouble l'accusation envers Saint-Pierre. Alors pourquoi avoir relié le reniement de Saint-Pierre à une scène de jeu de dés par des soldats ? Alors d'abord sans doute pour traiter justement au temps présent, comme une scène de la vie quotidienne, l'épisode saint. C'est une façon aussi de pouvoir s'adresser à tous les publics et rendre encore plus accessible la peinture religieuse et l'histoire sainte. Ensuite, cette référence des soldats qui jouent au dé peut évoquer les soldats
qui joue au dé au pied de la croix du Christ au moment de sa crucifixion. Et ensuite, ce type de personnages, ces soldats un peu désœuvrés, sont en fait des figures très en vogue dans la littérature de l'époque, à la fois dans le théâtre populaire de l'époque et dans la littérature picaresque. Donc vous voyez que d'une scène extrêmement triviale qui va bouleverser la façon de représenter l'histoire sainte, elle est en réalité aussi en prise avec les nouveaux courants littéraires contemporains de Ribera. Avec ce type de composition en frise, monumentale, qui traite la peinture religieuse comme une scène triviale de la vie quotidienne, Ribera invente un prototype qui va être repris par de nombreux artistes, les artistes caravagesques comme Valentin de Boulogne, Bartolomeo Manfredi, Nicolas Tournier ou d'autres. Enfin, ce qui est très intéressant, et comme très souvent chez Ribera, c'est que cette œuvre-là combine deux citations de Caravage, d'œuvres de Caravage. Caravage a traité le reniement de Saint-Pierre, mais avec trois figures dans une composition très resserrée, qui était à Rome au moment où Ribera travaillait. Donc il va reprendre la gestuelle de Caravage, ce geste de reniement et le geste de dénonciation de la servante, mais ensuite il va orchestrer la scène de manière radicalement différente de Caravage. Et puis il cite un autre chef-d'œuvre de Caravage que l'on pouvait voir à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français, dans la chapelle Contarelli, la vocation de Saint Matthieu, où on retrouve la juxtaposition entre un épisode religieux et l'évocation de la vie quotidienne romaine, avec cette composition orchestrée autour d'une table et ce personnage qui sert de pivot entre les deux scènes. Ça, ce sont des citations du maître de Caravage que Ribera reprend et qu'il réagence autrement, comme s'il voulait surpasser le maître. Il cite deux de ses chefs-d'œuvre, mais il invente totalement autre chose. Alors à Naples, un des commanditaires très importants de Ribera, et parce que Naples est une possession espagnole, c'est un vice-roi. Naples à ce moment-là est gouverné par des vice-rois qui sont des grands d'Espagne et qui sont envoyés à Naples. C'est le royaume de Naples et des deux Siciles à ce moment-là. Donc ces vice-rois sont envoyés de façon assez éphémère, ils restent 2-3 ans, mais voilà, ils ont le temps, lorsqu'ils en ont le goût, de collectionner, d'amasser une certaine fortune. Et c'est le cas du duc d'Alcala, qui est un des grands commanditaires et qui va lancer vraiment Ribera dans sa carrière et sa notoriété napolitaine. Alors ici, on a souhaité mettre en valeur, à travers une scénographie qui le magnifie, ce tableau très étonnant, qui est probablement le chef-d'œuvre de l'exposition, cette femme à barbe. C'est une commande du duc d'Alcala. Tout le contexte de la commande est explicité sur l'inscription qui se trouve ici, à côté de la stèle. C'est le seul tableau où Ribera a documenté autant, en tout cas, le contexte de création de cette œuvre. Très étonnante. Alors en effet, on est plutôt frappé par cette représentation, cette femme à barbe avec cette grande barbe assez incongrue dans sa physionomie. Donc l'inscription nous précise qu'en 1631, le duc d'Alcala fait venir dans son palais royal Ribera pour représenter cette femme à barbe. Il s'agit, comme c'est précisé ici, d'un miracle de la nature, en magnu natura miraculum. Et en effet, on se trouve dans le contexte de ce goût pour l'étrange, ce goût pour les curiosités, les prodiges de la nature. On sait que le duc d'Alcala était un grand bibliophile, un grand collectionneur, qu'il conservait, il possédait, il collectionnait des animaux exotiques, des représentations de nains ou de bouffons également. Donc c'est bien dans ce contexte de goût pour l'étrange, goût pour le bizarre, que cette commande est faite à Ribera, qui signe à ce moment-là en nouvel appel. Donc c'est vraiment, il a un statut à ce moment-là très prestigieux, et il fait œuvre de document ici avec cette représentation. Alors, outre le contexte de création de ce tableau, c'est la représentation qui nous étonne vraiment, c'est cette très grande barbe de hipster qui affuble cette femme, et puis il y a un jeu très étonnant d'accessoires. C'est un tableau en réalité qui pose davantage de questions qu'il ne répond véritablement à son sujet qui interpelle. Alors, surtout ce qui choque, outre la barbe, c'est la centralité
de ce sein qui jaillit du corsage, qui est positionné de façon un petit peu étonnante au centre de la représentation. Et on voit bien qu'en réalité, Ribera a vraiment voulu accentuer et mettre la lumière sur cette partie du tableau. C'est cette partie-là qui fait l'objet du focus, si l'on veut, et le coup de projecteur est projeté et sur le giron et sur la tête de ce nourrisson. Alors, l'inscription nous précise que cette femme qui s'appelle Maddalena Ventura, à l'âge de 37 ans, alors qu'elle avait déjà eu 3 enfants, s'est vue pousser cette énorme barbe, certainement du fait de dérèglements hormonaux. Alors, il y a des études médicales encore aujourd'hui qui essayent de caractériser la pathologie dont souffrirait cette femme. On s'oriente d'ailleurs probablement vers un cancer des ovaires. Donc, à l'époque, évidemment, on ne savait pas ce qu'il en était, mais en tout cas, elle souffre après 37 ans probablement de ce dérèglement hormonal qui donc l'affuble d'une grande barbe, et les témoignages insistent sur cette longueur qui fait 2 mains de long et sur le fait que son torse était velu également. Alors elle a toutes les caractéristiques de la virilité en effet, et puis c'est aussi les traits de sa physionomie qui sont très frappants. Ici elle se trouve à 52 ans en train d'allaiter un enfant qui ne peut pas évidemment, il est inenvisageable de considérer qu'il s'agit du sien, et en réalité il s'agit d'une représentation à clé, et on voit bien que le focus est mis sur cette partie de la toile. Alors en réalité c'est une sorte de poupée accessoire pour contrebalancer tous les aspects de virilité de cette apparence. Donc cette poupée, ce bébé est bien un signe de sa maternité. En plus de cela, elle porte un anneau à son doigt, et puis enfin on a un fuseau de laine qui est également un accessoire de la féminité. Et donc c'est bien la femme d'eux qui est représentée ici, la femme de son mari qui se trouve tapie dans l'ombre derrière elle, qui a l'air de subir son sort. Alors on est bien devant un portrait de famille en rupture complète avec tout ce qui s'est jamais fait en histoire de l'art. C'est vraiment ce qui étonne, ce qui frappe. On a presque une sainte famille d'ailleurs qui est représentée ici, mais avec, on le voit, un caractère très inconvenant. Encore une fois, Ribera donne une représentation très étonnante, choque éventuellement, mais ce qui impressionne également, c'est la grande dignité du regard avec lequel il portraiture ses personnages, ses modèles. Il y a une vraie dignité, les personnages nous regardent de face, ils sont très anoblis, il y a une belle lumière qui nimble l'ensemble, et c'est la grande humanité véritablement qui frappe, et la grande dignité des modèles que Ribera met en scène. C'est d'ailleurs l'objet de la présentation ici dans l'ensemble de la pièce, et notamment les philosophes mendiants qui seront une autre commande du duc d'Alcala, ces philosophes qui surgissent très puissamment du fond et qui nous regardent, qui nous interpellent, et dont l'apparence et la pauvreté extérieure contrastent avec la richesse intérieure. C'est vraiment ce que Ribera souhaite mettre en avant. De la même façon, le Pied-Bot, qui est un chef-d'œuvre accroché au Louvre habituellement, dans la même démarche, est magnifié malgré son invalidité. Il le met en scène avec ce système de contre-plongée, ce coup de projecteur sur ce petit garçon qui sourit malgré son infirmité, et il le met en scène comme un petit soldat véritablement qui est presque fier plutôt que voilà, d'en proposer une vision misérabiliste. Alors ici, on se trouve dans la salle des chefs-d'œuvre. On a rassemblé des grands formats. On est dans à la fin des années 30. Ribera, là, jouit d'une notoriété assez exceptionnelle. C'est le peintre officiel, on pourrait le dire, de la cour, même si ce n'est pas vraiment une cour, puisqu'on est toujours dans ce vice-royaume napolitain. Mais voilà, c'est le peintre le plus important à Naples à ce moment-là, qui jouit des commandes les plus prestigieuses. Et donc, il s'attelle à des grands formats, à des grandes compositions, plus lyriques, à des fresques mythologiques également. Voilà, cette scène donne à voir les grandes compositions et les tableaux d'envergure plus importante. Alors peut-être un des plus importants et un des plus frappants, c'est ce bel Apollon et Marsyas. Alors bel Apollon, horrible Marsyas. On est ici dans une mise en scène après le duel musical qui a fait combattre l'un contre l'autre Apollon, dieu de la musique, et Marsyas. Donc Marsyas avait osé défier lors de ce concours musical Apollon. Les instruments sont jetés à terre.
il a perdu évidemment face au dieu de la musique, et donc le vainqueur, Apollon, peut faire ce qu'il veut de sa victime. Il décide donc de l'écorcher. Marsyas est ici attaché à un arbre, la tête renversée en arrière, les pieds ligotés, les mains également, et il est en train, le vainqueur, Apollon, de fouiller dans une plaie dont on a du mal à discerner exactement anatomiquement où elle se trouve. Alors même si Marsyas a des pieds de bouc, on est probablement au bout de son sabot éventuellement, mais encore une fois, le positionnement anatomique n'est pas tout à fait sûr. C'est une sorte de plaie symbolique dans laquelle fouille Apollon. Il est plutôt en train presque de creuser dans le tronc de l'arbre auquel est attaché Marsyas. Et ce qui frappe, c'est vraiment l'apaisement de son visage, la grande sérénité avec laquelle il est en train de plonger sa main dans cette plaie béante. Lui reste tout à fait impassible, il a toutes les apparences du héros antique, il est imperturbable, un modèle tout à fait idéalisé, et par contre sa physionomie contraste vraiment très violemment et très fortement avec le visage de Marsyas qui souffre terriblement. Il a le visage révulsé vers nous, d'ailleurs il nous interpelle de son regard, toujours des figures que l'on va retrouver dans les compositions de Ribera, ces figures d'admoniteur, ici c'est la victime qui nous interpelle du regard, la bouche complètement ouverte et ce cri qui semble jaillir de son visage, une souffrance vraiment qui se perçoit et que l'on ressent véritablement, un caractère toujours très sensoriel de la peinture de Ribera. On peut sentir les odeurs dans l'allégorie de l'odorat, on peut entendre les sons et notamment les cris très, très forts dans cette peinture. Souffrance qui est d'ailleurs redoublée par les membres du cortège de Marsyas, ces assistants qui sont en train d'assister à la scène et qui se lacèrent les joues de douleur, qui nous regardent également pour nous inviter à souffrir avec Marsyas. Alors, au-delà de cette dichotomie, de cette différence entre ces deux représentations très étonnantes et qui créent une image assez frappante, il y a aussi ces beaux effets, notamment du drapé d'Apollon. Dans ces années-là, à la fin des années 30, début des années 40, la palette de Ribera va s'éclaircir, les couleurs vont devenir beaucoup plus vives, il va y avoir de beaux effets de orange, de rouge cramoisi, ici un très beau violet, et vous le voyez, ce sont des effets qu'on appelle des cangianti, qui sont ces effets de mort doré, un peu satiné, la couleur qui vire et qui donne cet effet très vibrant sur la matière. Je vous ai amené ici dans la salle que je préfère de l'exposition qui réunit 3 grandes toiles, 3 chefs-d'œuvre sur quasi le même thème, une variation sur le thème de la déposition du Christ, c'est-à-dire la lamentation sur le corps mort du Christ. C'est la première fois que nous sommes parvenus à réunir ces 3 œuvres dans une même exposition. Celle-ci provient de la National Gallery de Londres, les 2 autres proviennent du musée du Louvre et de Madrid de la Fondation Thyssen. Ce sont 3 œuvres peintes pendant la période napolitaine de Ribera. Celle-ci est datée autour des années 1620-1623. Ribera est à Naples depuis 4-5 ans à peu près. Ce qui est bouleversant, c'est que Ribera ici se réinvente et utilise une technique totalement nouvelle et différente, et puis parvient aussi à suggérer, à créer une charge émotionnelle extrêmement forte. Lorsqu'on est devant ces œuvres, on ne peut pas ne pas être bouleversé, il s'en dégage une émotion dévotionnelle et un lyrisme très singulier. Alors comment et pourquoi? Parce que d'abord, à nouveau, comme toujours, vous avez une scène vue en gros plan, plongée dans une pénombre intense qui surenchérit sur l'effet émotionnel et le mysticisme de la scène. Ce clair-obscur qui plonge l'arrière-plan dans la pénombre joue aussi en contrepoint avec un éclairage sur le corps du Christ, un corps sublime, magnifié, où se dégage à la fois le contraste entre le visage déjà livide du Christ, ses mains grises, puisque
la mort s'empare peu à peu de son corps, et c'est sensible ici dans ce tableau, et les différents personnages, Saint Jean qui retient très délicatement le corps mort et déposé après la crucifixion du Christ, et la Vierge dont la douleur est signifiée par les mains qui surgissent de la pénombre en prière devant le corps de son fils. Et enfin, le troisième personnage, Madeleine, avec sa chevelure merveilleuse rousse blonde, qui est sur le point de baiser les pieds du Christ, mais Ribera a choisi de montrer ce moment suspendu, comme pris sur le vif, juste avant qu'elle appose ses lèvres sur le corps du Christ, comme s'il voulait montrer ce moment où on ne touche pas le corps du Christ. Ce qui est très beau aussi, c'est la façon dont il va mettre en scène les mains et le contact. Je l'ai dit, le corps du Christ est déjà envahi par la mort et joue de cette subtilité entre la couleur chair et le gris. Mais si vous regardez d'autres détails, par exemple les deux petits doigts de Saint Jean, vous voyez que eux sont encore roses puisqu'ils sont habités de vie et contrastent avec le corps du Christ. Et ce détail-là dit ce qu'il se passe. Le Christ est déjà mort, Saint Jean pleure cette mort. Ce qui est aussi extraordinaire ici, c'est la virtuosité avec laquelle Ribera va peindre non seulement les chairs avec une grande délicatesse, mais également cette nature morte du suaire qui, de manière complètement abstraite, propose ici une nature morte au premier plan. Et ces différents plis qui s'entremêlent peuvent aussi dire la douleur des personnages qui assistent à la mort du Christ. Ce corps qui s'offre à nous au tout premier plan est aussi censé susciter l'empathie du fidèle. Et ici, vous avez une réponse éloquente à ce qui est demandé aux artistes au début du XVIIe siècle, en Italie notamment, c'est-à-dire répondre à la requête de l'Église catholique qui, vous vous souvenez, nous sommes juste au début du XVIIe siècle, après ce qu'on appelle la réforme tridentine, lorsque l'Église catholique, en réponse aux critiques des protestants, s'affirme avec la promotion à la fois de la passion du Christ, qui est l'un des sujets privilégiés par l'Église et objet de commande auprès des artistes, et c'est aussi une façon de promouvoir l'importance de l'image pour les fidèles. Ribera répond à ces différentes requêtes en créant une image extrêmement forte, très puissante, qui vous implique et qui joue sur l'émotion et le lyrisme. Ribera a toujours coutume de réinventer des sujets traditionnels, mais aussi les citations de Caravage ou d'autres artistes. Ici, on a une évocation de la mise au tombeau du Caravage, mais traitée de manière extrêmement sophistiquée et totalement réinventée. Et d'autres citations aussi, parce que cette figure extraordinaire de la Madeleine, tout en rousseur, avec cette chevelure qui se mêle à son drapé brun ocre, pourrait aussi être une évocation des sublimes Madeleines de Titien, réalisées un siècle plus tôt. Et vous voyez ici que Ribera est capable de faire sien des propositions d'autres artistes qu'il réinvente en bouleversant aussi sa technique. Ici, tout est sophistiqué, léché, on ne voit pas le coup de pinceau de l'artiste, à la différence d'autres œuvres où au contraire il va jouer sur des empattements extrêmement épais ou des incisions ou une touche lâche et très visible. Ribera est capable de tout faire et de se réinventer sans cesse tout au long de sa carrière. Cette œuvre en est une preuve. Alors on se trouve dans la dernière salle de l'exposition, dernière salle qu'on a souhaité former une sorte d'apothéose, si l'on veut, du style de Ribera. En tout cas, on a voulu marquer un grand coup en réunissant ici les tableaux les plus frappants, les plus étonnants, les plus choquants, ceux qui peut-être bouleversent le plus
le spectateur, ce sont les martyrs pour lesquels d'ailleurs Ribera est très connu et a suscité notamment au XIXe siècle un engouement de la part des artistes réalistes, de la part des écrivains, notamment Théophile Gautier. C'est ce Ribera-là que les intellectuels, les artistes du XIXe siècle vont retenir parce que en effet c'est très frappant. Alors on a souhaité tout de même remettre en contexte un petit peu cette violence, la monstration de cette violence très crue, pour expliquer déjà que c'est une violence qui est quotidienne également, que dans les rues de Naples, il y a des scènes de torture auxquelles Ribera assiste, qu'il y a la présence de l'Inquisition, notamment avec des scènes de torture en public, et qu'on est dans ce contexte-là, dans ce contexte de la contre-réforme, post-Concile de Trente, qui impose, ou en tout cas réclame de la part des artistes, des images frappantes, des images éloquentes, des images immédiatement perceptibles, et dont la violence peut éventuellement participer de l'empathie et de la dévotion à laquelle on incite les fidèles. Alors ce martyre de Saint-Barthélemy, il vient clore une sorte de succession, de scansion de corps en souffrance. On peut parler ici d'une sorte d'esthétique de la cruauté, en tout cas d'une fascination peut-être pour l'horreur. Chez Ribera, il y a cet intérêt pour cette esthétique et ce corps qui est disloqué, ce corps qui est souffrant. En tout cas, ça fera l'objet en effet de nombreuses productions et de nombreuses œuvres ici. Alors, le martyre de Saint-Barthélemy est un de ses thèmes de prédilection. Alors, il choisit, si Barthélemy subit une série de martyrs, il est crucifié, il est attaché, il est écorché, donc c'est la scène de l'écorchement que Ribera va retenir, notamment parce qu'il est véritablement virtuose dans le rendu anatomique de l'écorchement. Alors dès 1616, on en présente un exemple, il va donner pour la collégiale d'Osuna un impressionnant martyre de Saint-Barthélemy, et puis ici en 1644, c'est quasiment le dernier, en tout cas la représentation qui clôt cette série de représentations autour du martyre de Saint-Barthélemy. Alors très souvent, il associe des figures de bourreaux également, qui vont d'ailleurs être encore une fois des figures d'admoniteurs, qui vont interpeller le spectateur, être dans un rapport de connivence, mais une connivence un petit peu sadique, puisque voilà, ils ont une sorte de délectation dans l'horreur, que le saint lui-même semble détaché par rapport à cette souffrance physique, il est appelé vers ailleurs. Ici, on voit que la figure de l'admoniteur, c'est la victime elle-même, donc c'est le saint qui est en train de nous interpeller de son visage renversé, et d'ailleurs en termes de renversement, vraiment la composition est tout à fait fascinante. Le corps est complètement disloqué, la jambe ici est complètement tordue, il est projeté hors du cadre, il se renverse quasiment vers le spectateur. Donc cette question de l'interpellation qui est très forte dans l'œuvre de Ribera, elle est poussée ici à un certain comble, notamment par cette physionomie et cette expression du saint. Alors, vous le voyez, il ne crie pas, pour le coup, c'est une souffrance qui est contenue, il a les yeux injectés de sang, très rouges, mais il ne pleure pas, donc il y a vraiment quelque chose qui est maîtrisé, et pour autant, et à la suite de Jean-François Millet, cet artiste du 19e qui avait vu le tableau qui était exposé à ce moment-là en 1839 dans la galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre, Jean-François Millet disait à propos de ce tableau qu'il semblait vraiment entendre la peau craquer et les os craquer sous les coups du bourreau qui est représenté en partie haute. C'est un bourreau qui est presque un boucher ici. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec l'Apollon et Marsyas, puisque la physionomie du bourreau ici, très rougeaude, eh bien c'est la même que celle du Marsyas qui était en train de crier et qui souffrait. Et donc voilà, il y a un jeu chez Ribera souvent d'inversion des rôles, d'inversion des catégories. Le bourreau et la victime sont interchangeables ici dans l'horreur.